22 octobre 2016, date historique. Elle marque l'inauguration de la toute première centrale solaire du Sénégal, une unité de 20 MW qui va réduire de façon significative le coût de l'électricité. Cette réalisation constitue une étape majeure dans la mise en œuvre de la politique énergétique du chef de l'État, telle que définie dans le plan Sénégal émergent. Plus de 100 milliards de francs CFA de la Banque africaine de développement pour la réalisation du train express régional. C'est ce qui ressort de la rencontre entre les autorités de l'institution financière africaine et le ministre de l'économie, des finances et du plan en Côte d'Ivoire. D'autres projets phares du PSE ont aussi trouvé un écho favorable. Dans le rétroviseur, ce soir, Serigne Ndiaye Gonzalez, l'un des pionniers du théâtre sénégalais. On se rappelle ses rôles dans les pièces comme L'exil d'Albouri ou encore la tragédie du roi Christophe. Retour sur tout cela dans la rubrique du samedi. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. En provenance de Praia, le chef de l'État est allé à Bokhol pour les besoins de l'inauguration d'une centrale solaire. Aussitôt après l'atterrissage à Saint-Louis, le président de la République a pris la route. Sur le chemin, les populations du Waalo se sont fortement mobilisées pour lui réserver un accueil chaleureux au Marning. L'atterrissage de la Pointe-Sarène à Saint-Louis est un honneur pour les autorités locales. Avec elle, des populations tout aussi heureuses. Après cet accueil coloré, le président Macky Sall fait cap sur Bokhol. Sur la route, le cortège s'est arrêté plusieurs fois. De Gandiol à Ross Béthio en passant par Richard Toll. Dagana a été le paroxysme avec une mobilisation exceptionnelle. Les populations ont tenu à manifester leur joie au président de la République venu inaugurer la centrale de Bokhol. Je le disais donc en titre à Bokhol, le chef de l'État a inauguré la première centrale solaire de taille industrielle en Afrique de l'Ouest d'une puissance de 20 MW. Elle va fournir l'électricité à 160 000 ménages. Le président Macky Sall a demandé à la Sénélec et ses partenaires de réfléchir sur la possibilité d'une baisse du coût de l'électricité. Nous retrouvons au Marning. C'est un temps fort du processus de transformation structurelle du secteur de l'énergie. Une belle réalisation à mettre à l'actif du président Macky Sall. Après Boutout le 20 février 2015, après Kaon le 13 avril 2015, après Taïba Ndiaye le 14 mars 2016 et après le Cap des Biches le 13 juin 2016. Toutes des inaugurations. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous l'avez pensé
et instruit, et nous le réalisons aujourd'hui avec fierté. Bokhol est le point de départ pour l'injection de 20% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique de Senelec. La centrale solaire de Bokhol est la première de taille industrielle en Afrique de l'Ouest. D'une puissance de 20 MW, elle a coûté 17 milliards de francs CFA, fruit d'un partenariat public-privé. Aujourd'hui, la Caisse de dépôt et de consignation s'est engagée au nom et pour le compte de l'État du Sénégal, aux côtés d'autres investisseurs privés étrangers, pour la réalisation de cette importante centrale qui propulse le Sénégal dans le club restreint des pays africains ayant mis en œuvre une politique concrète pour l'introduction des énergies renouvelables dans leur mix énergétique. Vous avez en effet fixé un objectif de 20% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique en 2017. Et cette centrale est le premier jalon pour l'atteinte de cet objectif inscrit dans le plan Sénégal émergent. Au-delà des 150 emplois directs et indirects créés pendant la phase de construction, les communautés locales bénéficieront également de la mise en place d'un programme d'électrification et de nombreuses actions sociales. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, nous vous remercions vivement pour le choix de notre commune pour abriter cette centrale photovoltaïque. Pilier fondamental du PSE, l'énergie est essentielle dans la marche du Sénégal vers le progrès. Ainsi, le mix énergétique, cher au président de la République, prend forme. En réalité, l'option du mix énergétique figurait déjà en 2012, si vous vous rappelez bien, dans mon projet de société Yoonu Yokkute, pour le chemin du véritable développement. Entre autres mesures clés, j'énonçais dans ce programme que face au défi de la demande d'électricité pour nos foyers et nos entreprises, aucune ressource ni solution ne peut être écartée. Notre politique énergétique se fondera sur le mix énergétique, la restructuration de Senelec, la libéralisation du secteur de la production en totalité pour fournir au moins 200 MW supplémentaires en mix énergétique tous les 3 ans. Fin de citation. Eh bien, nous y voilà. Avec des investissements importants dans le secteur, on s'attend forcément à un impact. Le chef de l'État, qui pense de façon permanente aux populations sénégalaises, invite la Senelec et ses partenaires à relever les défis de la baisse du kilowattheure. Nous avons tous souvenance de la situation extrêmement difficile de 2011-2012, avec les longues heures de coupure d'électricité. La puissance totale de notre parc d'électricité n'était alors que de 573 MW, dont 66 de location coûteuse de groupe diesel. Aujourd'hui, nous avons atteint une puissance de 821 MW, soit près de 250 MW additionnels, pour un objectif de 1264 MW en 2019. Ainsi, mes chers compatriotes, nous relevons progressivement le défi de la production. Nous devons aussi continuer à relever le défi de la baisse du coût. Alors, je voudrais demander à la CRSE et à la Senelec de réfléchir sérieusement sur la possibilité de réduire le prix du courant d'ici le mois de janvier. Nos partenaires n'ont pas à avoir peur, vous serez payés de toutes les façons. Et il n'y a aucun risque sur les partenariats. Il me semble que les performances réalisées par la Senelec, la réduction des coûts des produits pétroliers, la lutte contre les fraudes et les pertes techniques font que Senelec, cette fois-ci, a pu avoir des bilans positifs, mais Senelec, cette fois-ci, a pu se passer de la subvention annuelle que l'État lui versait. Et je dois rappeler, en 2012, cette subvention a été de l'ordre de 105 milliards ou 125 milliards.
et en 4 ans, elle a été réduite à 0. Bokhol ouvre donc l'ère des énergies propres au Sénégal. C'est une leçon à méditer, celle du travail bien fait. Elle est construite dans le strict respect des normes environnementales internationales. C'est dans cet esprit d'ailleurs que le chef de l'État a planté cet arbre lors de la cérémonie. Très heureux de se retrouver au cœur du Waalo, le président Macky Sall a félicité toutes les autorités locales et les populations pour cet accueil sur cette terre chargée d'histoire. Voilà, avec l'inauguration de la centrale solaire de Bokhol, le chômage a été ralenti dans cette localité et ses environs. 150 emplois directs leur sont réservés donc, dont 25 pour les jeunes de la localité. Le Sénégal, au-delà donc de Bokhol, le Sénégal récolte chaque année 3 milliards de francs CFA d'économies en énergie, nous dit Maman Moussagna. Sous un soleil de plomb, au milieu d'une végétation, apparaît la centrale solaire de Bokhol. Elle est surplombée par les panneaux solaires de la première centrale d'Afrique subsaharienne d'une puissance de 20 MW. Le site supporte fièrement de gigantesques poteaux plantés sur son sol. Son originalité, je pense que d'abord c'est sa puissance, c'est une très grande centrale. Et également qui a été construite sur des normes, suivant des normes internationales les plus sévères. Aujourd'hui, cette centrale, vous pouvez la comparer à n'importe quelle centrale dans n'importe quel pays du monde. Je pense que nous serons, sinon meilleurs, en tout cas sinon équivalents en termes de qualité, des équipements, de l'installation, etc. Avec l'inauguration de cette centrale, 34 gigawatts-heure devraient entrer en production par an. La centrale photovoltaïque sera raccordée à la Sénélec. Elle va générer pour le Sénégal 3 milliards de francs CFA d'économie par an, ce qui représente 58 milliards de francs CFA sur la durée contractuelle d'achat d'électricité de 20 ans. Vu que nous, on a ces ressources naturelles que le bon Dieu nous a léguées, à mon avis, on devrait bien s'en profiter et éviter la dépendance du pétrole. Le projet doit créer 150 emplois directs et indirects, 25 emplois locaux. Oui, est très utile parce qu'il y a des gens qui sont diplômés, qui chôment, qui ne peuvent pas faire ce boulot. Bon, en tout cas, moi, je suis diplômé, bon, c'est pourquoi je suis venu faire ce boulot. Mais c'est pas dur, c'est bon comme travail au lieu de faire voler, au lieu de faire autre chose, quoi. Dans les villages environnants, la plupart des jeunes ont trouvé un emploi avec la mise en place de cette centrale. Ça nous a fait trouver dans des situations très difficiles et ça m'a remonté la morale. Alors dans ce cas, c'est bon. À terme, près de 180 000 personnes auront accès à l'électricité. Cette installation qui s'étend sur 50 hectares doit permettre également d'éviter 25 000 tonnes d'émissions de CO2 chaque année. Voilà Bokhol donc qui sort des ténèbres avec cette centrale solaire. Autrefois connue pour avoir accueilli des vénérés chefs religieux, Bokhol était tombé après dans l'oubli, mais nous allons donc voir les nouvelles opportunités qu'offre cette localité et nous retrouvons Maman Moussagna. Situé dans l'arrondissement de Mbane, département de Dagana, région de Saint-Louis du Sénégal, Bokhol est entre la commune de Gaïa et le fleuve Sénégal, au cœur du Waalo. Une très grande commune qui est riche de presque 42 villages, mais également d'est en ouest, qui s'étend par exemple de Gemiala à Tukulor-Djigeri, donc presque à la porte de Richard Toll. Bokhol, une étape importante dans l'itinéraire de formation spirituelle de l'âge Malick Sy, il y a étudié les lois et comportements islamiques. Il fut également une école d'initiation à la langue française pour les conseillers du chef de canton en 1857. Bokhol quand même appartenait à la grande communauté rurale de Gaïa. C'est en 2009 qu'il y a eu scission et on a érigé effectivement donc Bokhol en communauté rurale et Gaïa en commune. Depuis lors, donc, nous avons gardé les dimensions que nous avons jusqu'à présent. Donc, c'est une très grande commune. D'une superficie de 638 km², la localité compte de nos jours plus de 23 800 habitants, une quarantaine de villages et connaît de fortes mutations. Sans énergie, il n'y a pas d'économie. Sans énergie, on peut dire qu'il n'y a pas de développement. Alors donc, cette centrale est vraiment est un don, comme on peut le dire. On a l'habitude en histoire de dire que l'Égypte est un don du Nil
Mais l'on peut dire même que la centrale là est un don de la commune de Bokol. Au plan culturel, Bokol est une référence dans la maîtrise des savoirs surnaturels pour dompter le fleuve et la faune sauvage. Bokol, c'est donc cette localité qui abrite aujourd'hui la première centrale solaire de l'Afrique subsaharienne. Une infrastructure donc inaugurée par le chef de l'État. Sur le chemin du retour, le président de la République a visité la nouvelle brigade de gendarmerie de Dagana, déjà inaugurée par le ministre des Forces armées. L'État a mis en œuvre un ambitieux programme de modernisation des infrastructures pour ce corps d'armée. Aboubakri Kane. Cette brigade fluvio-maritime symbolise le programme de modernisation des casernes de la gendarmerie nationale. Comme celle de Dagana, 4 autres brigades ont été réalisées et 7 en chantier. Une belle réalisation qui devrait aider la gendarmerie, force de prévention, à faire face aux nouveaux défis sécuritaires, notamment les menaces transfrontalières. Ce sont les brigades territoriales. Bien entendu, il faut monter également avec tout ce qui a été mis en place, avec les escadrons de sécurité. Et la gendarmerie nationale, comme vous le savez, est un rempart contre l'insécurité. Et je voudrais, à travers le haut commandant de la gendarmerie nationale, adresser mes félicitations à l'ensemble des officiers généraux, officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale pour le travail remarquable qu'ils assument de jour comme de nuit, aussi bien en milieu rural que même en milieu urbain. Je voudrais également donner l'assurance que la gendarmerie est montée en puissance dans les équipements, dans la police scientifique et dans l'accroissement des effectifs. Il s'agit pour le ministère des Forces armées, à travers le haut commandement de la gendarmerie, de créer un environnement accueillant pour améliorer les conditions de travail. Un motif de fierté pour les populations et les autorités, dont le maire de la commune. M. Omar Sarr, que je salue, pour son esprit républicain, il a tenu à venir m'accueillir parce qu'il a compris qu'il s'agit d'une action républicaine et en tant que maire, il a su comprendre ce rôle et je l'en remercie, tout comme je remercie toutes les populations du Wallo qui sont sorties comme un seul homme exprimer leur joie grâce à toutes ces infrastructures. De nouvelles infrastructures et plus de capacités pour ainsi relever de nouveaux défis. Le président de la République salue également la synergie des efforts entre les forces de défense et de sécurité qui assurent la quiétude des populations. L'État du Sénégal en croisade contre tout acte nuisible à l'environnement. Déclaration du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne annonce également l'adoption prochaine de la loi sur le littoral. Le chef du gouvernement a présidé ce matin à la clôture de la 2e conférence nationale sur le développement durable. Compte rendu Anne-Marie Gomis. Tolérance zéro, l'État brandit la menace pour quiconque s'attaque à la nature. Pour le chef du gouvernement, plus rien ne sera comme avant. Tout acte nuisible à l'environnement sera puni. Il est inadmissible que des populations continuent de brader les ressources forestières, on le voit à Médina Yoro Fula, et de détruire les dernières reliques qui nous restent. L'État a compris son rôle et assurera la sécurité du capital naturel au bénéfice des générations actuelles et futures. Nous avons vu le ministre en charge des forces armées, le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Intérieur, ensemble avec leurs équipes, dans cette partie sud du Sénégal, pour procéder à des saisies également, et même brûler du matériel. Et ils l'ont fait sur décision du chef de l'État. Et aujourd'hui, je peux dire que les forces de défense et de sécurité sont mobilisés le long de la frontière sud pour justement prévenir et arrêter ce trafic de bois. Et croyez-moi, quand je dis que nous sommes dans l'action, ce sera la tolérance zéro. Dans cette trajectoire, l'adoption prochaine de la loi sur le littoral. Cette loi sur le littoral sera adoptée dès cumulativement, j'allais dire,
avec l'adoption de la loi sur la réforme foncière. Donc, il s'agissait simplement d'accorder le temps de l'État avec les exigences des populations. Mais c'est fait. À la veille de la COP22 au Maroc, le Sénégal se dit en phase avec les engagements internationaux, notamment l'agenda 2013, intitulé « Transformer le monde ». Un programme adopté lors de l'Assemblée générale des Nations unies, mais aussi l'accord de Paris sur le changement climatique. Cette deuxième conférence nationale sur le développement durable vient en appoint à un certain nombre de recommandations. Renforcer les capacités techniques, managériales et de leadership des différents acteurs impliqués dans la gestion des ressources forestières au niveau local et national en tenant compte du genre. Deuxième recommandation, appuyer la mise à l'échelle et la généralisation de l'aménagement forestier participatif, particulièrement dans les zones transfrontalières. Entre autres suggestions qui vont dans le sens d'instaurer un environnement sain. Lors de cette cérémonie de clôture, des distinctions ont été décernées à Amadou Maktarnian, ancien directeur du Centre suivi écologique, et au Reganasek de Grune Sénégal, représenté. Auparavant, Mohamed Boun Abdallah Dionne a visité une exposition sur les actions menées par le Sénégal pour la préservation de l'environnement. Après la signature du DSP 2016-2020 à Abidjan, la Banque africaine de développement va injecter dans la réalisation du train express régional plus de 100 milliards de francs CFA. Les projets du PUDC sont aussi validés et seront financés dans les meilleurs délais par la BAD. Envoyés spéciaux à Abidjan, Alioune Ndiaye et Amadou Aramtiam. Des projets bien planifiés, des partenariats qui se nouent et des signatures apposées pour leur réalisation. Parallèlement au DSP 2016-2020, un accord relatif à l'appui budgétaire destiné au programme d'appui aux réformes du développement communautaire, PARDC, est paraphé par le Sénégal et la BAD. Cet appui budgétaire d'un montant de 28 500 millions de francs vient en complément du financement interne de l'État du Sénégal, 62 milliards déjà mobilisés en faveur du programme d'urgence de développement communautaire dénommé PUDC. Le PUDC, un programme dont la mise en œuvre adéquate devrait améliorer les conditions d'existence en milieu rural. Les pays définissent les objectifs et la BAD appuie par les moyens. Le président de l'institution, lui, est convaincu de la pertinence de ce projet phare de l'État du Sénégal. L'approche du pays, c'est une approche d'avoir la croissance inclusive. La croissance inclusive dans le milieu rural, la croissance inclusive aussi intégrative avec beaucoup de compétitivité dans les zones urbaines. Et je salue beaucoup ces priorités-là parce qu'il y a la priorisation sur l'énergie, la priorisation sur l'infrastructure, la priorisation aussi de le chemin de fer et la priorisation aussi de l'irrigation, ce qui est très important. Et le système de stockage, je crois qu'il a aussi mentionné l'importance aussi d'avoir les financements pour les femmes. Dans le cadre du DSP, un financement d'un montant de 100 milliards de francs CFA fera suite à cet appui budgétaire pour amplifier les réalisations du PUDC à l'échelle nationale. Si le PUDC intervient principalement en zone rurale, il trouve son pendant en zone urbaine dans le projet de promotion des villes Promoville, qui vient de bénéficier d'une allocation de 75 milliards CFA. Un autre projet d'importance identifié est celui du train express régional. Le document de stratégie pays a également identifié le projet de train express régional pour un financement de 120 milliards permettant ainsi le bouclage de ce projet phare du plan Sénégal émergent avec les partenaires techniques et financiers que sont la BID pour un appui de 197 milliards et la coopération française pour un appui de 133 milliards, l'État assurant sa contrepartie financière pour un montant de 124 milliards. Le pont de Rosso, la construction d'une troisième usine de traitement d'eau à Keur-Momar-Sarr, de même que le projet Agropole du lac de Guiers, entre autres, figurent en bonne place dans le portefeuille du DSP
2016-2020, dont le décaissement des fonds va être accéléré par la Banque africaine de développement. Le Sénégal n'est mêlé à aucun trafic d'armes au Soudan du Sud. C'est la précision apportée par le ministre et porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye, que je vous propose d'écouter au micro de Abdoulaye Sinkare. D'abord, puisque sur le plan du principe, le Sénégal ne se mêle pas des affaires intérieures d'un pays et ne cautionne pas l'ingérence, même concernant un pays en guerre. En vérité, il s'est agi d'un rapport d'un groupe d'experts des Nations Unies qui est en train de faire des évaluations sur le suivi des sanctions dont le Soudan Sud est victime, puisque vous le savez, à la suite des événements et de la guerre qui a eu lieu dans ce pays, il y a un embargo sur le trafic d'armes. Donc ce comité, ce groupe d'experts, qui est mandaté par le comité qui gère cette question, qui suit la mise en œuvre des sanctions, c'est un comité qui est présidé par le Sénégal. Donc ce groupe d'experts a remis un rapport à ce groupe, et dans le rapport, il est question de communications qui ont été interceptées et les communications impliquant des autorités du Sud-Soudan et un intermédiaire localisé au Sénégal. Donc le rapport ne dit pas l'État du Sénégal, encore moins une personne de nationalité sénégalaise. Le rapport parle de communication localisée au Sénégal. Mais fort heureusement, les services compétents du Sénégal sont au courant de ce rapport, puisque c'est le Sénégal qui préside. Donc ils poursuivent les investigations et l'État du Sénégal recommande à ce groupe d'experts de poursuivre les investigations, puisque les conclusions du rapport devront être soumises au comité 2026 du Conseil de sécurité qui va évaluer l'effectivité de ces informations. Donc ce sont de fausses allégations, ce sont des informations qui ont été présentées de cette façon, mais il ne s'agit pas de l'implication de l'État du Sénégal, encore moins d'un Sénégalais, pour ce que nous en savons jusqu'ici. Au mois de novembre, le comité de suivi va se réunir et évaluer les éléments contenus dans ce rapport. Une rencontre avec le gouverneur de Ziguinchor marque la dernière étape de la tournée de l'Agence de gestion du patrimoine bâti de l'État dans la région. Après avoir visité les 3 départements de Ziguinchor, la délégation est venue rendre compte et partager avec l'autorité administrative sur les décisions prises. Kaltoum Gueye, compte rendu. Cette rencontre de synthèse avec le gouverneur est la dernière étape de cette tournée de l'Agence de gestion du patrimoine bâti de l'État à Ziguinchor. Après 4 jours dans la région, l'heure est au compte rendu. Un diagnostic a été fait et des décisions sont prises pour accompagner cet élan de renouveau de l'administration. La délégation, comme je l'ai dit, a fait donc le tour de la région, des départements et des arrondissements. Et au sortir, n'est-ce pas, de cette tournée, a pu établir un diagnostic assez intéressant qui a permis en tout cas de relever beaucoup de manquements, beaucoup d'impairs qui, à la longue, pourraient contribuer malheureusement à obérer le budget de l'État, surtout par rapport aux maisons conventionnées. Il nous fallait venir aller dans toutes les localités, dans tous les arrondissements, dans tous les coins et recoins du Sénégal pour avoir une idée des priorités des administrations et procéder à cette répartition équitable du budget de rénovation des bâtiments. Comme nous l'avons dit, le président de la République attache de l'importance aux régions et particulièrement à la Casamance. Il ne serait question de réserver ce budget-là qu'aux régions comme Dakar ou d'autres régions plus proches de Dakar. Donc c'est cette idée d'équité-là qui a fait que nous avons dû aller dans ces régions pour mettre en œuvre ce concept. Un concept qui est bien accueilli par l'administration locale. Elle est consciente que cette tournée peut permettre un changement positif, mais aussi une amélioration des conditions de travail de l'autorité administrative. Et nous allons aussi appuyer des localités, des arrondissements où les sous-préfectures ont du mal à avoir un cadre opératoire pour rendre le service public pour lequel ils ont été mis en place. Donc c'est ça le renouveau aussi du patrimoine bâti, c'est aller partout où les usagers du service public sont, partout où l'administration territoriale est implantée pour apporter des prestations qui permettent d'améliorer la qualité du service et d'impacter l'efficacité de l'administration.
Pour ce faire, un certain nombre de décisions doivent être prises, notamment l'abandon des bâtiments conventionnés. Pour rappel, rien qu'à Ziguinchor, une cinquantaine de bâtiments conventionnés a été répertoriée. À Matam, l'ambassadeur de France a inauguré des périmètres agricoles dont l'aménagement est financé par l'Agence française de développement. La directrice de la dite institution assure que d'autres projets sont à l'étude pour mieux renforcer les possibilités d'exploitation des producteurs. Pour le directeur général de la SAED, la maîtrise de l'eau et l'aménagement des terres sont des enjeux majeurs pour l'avenir du secteur. La correspondance de Oumou Kalsoum Sall. L'ambassadeur de la France au Sénégal et sa délégation se sont d'abord rendus au casier agricole de Ndouloumadji, ensuite au niveau des périmètres irrigués villageois de Mboloyel dans le département de Matam. Des aménagements réalisés dans le cadre du projet d'amélioration à la sécurité alimentaire et d'appui à la mise en marché ASAM, financé à hauteur de 15 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement. Il s'agit évidemment de permettre au Sénégal d'être autosuffisant en riz, ça c'est un premier objectif. Il y a un objectif tout aussi important qui est d'offrir à la population de Matam des emplois. Et un objectif aussi important sur l'avenir, c'est d'offrir à Matam de nouvelles richesses. Vous avez de la terre, vous avez de l'eau, vous avez des hommes. Et bien ainsi réunis, vous pouvez construire votre avenir. Ces aménagements sont dotés d'ouvrages hydro-agricoles et de systèmes d'irrigation modernes. L'AFD, un des partenaires historiques de la SAED, compte poursuivre ses interventions dans le secteur. D'autres projets sont à l'étude. On pourra dire bientôt qu'on aura engagé plus de 100 millions d'euros dans l'agriculture, dans le soutien à l'agriculture sénégalaise. Et puis notre objectif, c'est d'atteindre 10 000 hectares de périmètre réhabilités et mis en exploitation. Les producteurs se sont réjouis des résultats du projet ASAM qui vont contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance en riz. L'aménagement des terres reste un des facteurs clés du développement de l'agriculture. La commune de Nabadji-Siwol est devenue une commune exportatrice de Thiébou Sénégal. Et c'est ça la vérité, parce que nous avons, au-delà de ces 700 hectares, bénéficié d'un programme du président de la République Macky Sall sur 800 autres hectares. Ici, la problématique, c'est la maîtrise de l'eau. Il n'y a pas suffisamment de terre aménagée. Le potentiel est grand. Il y a de l'eau, il y a la terre, il y a les hommes, comme il vient de le dire, mais il n'y a pas suffisamment d'aménagement. Vous voyez devant vous une première campagne pour un périmètre, mais une campagne où les producteurs pensent pouvoir avoir peut-être des rendements qui dépassent largement peut-être 7 tonnes à l'hectare, voire 10 tonnes à l'hectare. Ça fait plaisir aux techniciens que nous sommes. Après 2 ans d'intervention à Matam, le projet ASAM a aménagé 1260 hectares, ce qui va aussi permettre la pérennisation de la double culture dans la région. Santé, du matériel médical pour un coût de près de 300 millions de francs CFA. C'est l'hôpital régional de Diourbel qui en a bénéficié. Le don est de l'ONG Hôpital Assistance Internationale. À la base, il y a l'action de l'ambassadeur du Sénégal en France. La mission diplomatique sénégalaise à Paris s'active beaucoup dans l'économie et le social, nous dit Oumar Diaw. Elle est arrivée à bonne destination, cette ambulance pour le Sénégal. Le véhicule médicalisé comporte des équipements essentiels à une bonne prise en charge préhospitalière. L'ambulance est juste un élément constitutif d'un don beaucoup plus large fait à l'hôpital Heinrich Lübke de Diourbel. Le matériel est composé d'une ambulance médicalisée, mais également des brancards, des lits, en tout cas des consommables. C'est ça qui compose un peu le don, qui peut être estimé à peu près à une valeur de 300 millions de francs CFA. Ce matériel a été obtenu grâce à Hôpital Assistance Internationale basé en France. Le don s'inscrit dans la phase 4 du programme national Sénégal défini par l'ONG. Sans le soutien tant au plan institutionnel que technique que Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Macky Sall a bien voulu nous accorder, nous ne serions assurément pas à même de réaliser notre plan national. Au fur et à mesure de mes voyages et rencontres, une certaine idée du Sénégal a inspiré mes sentiments, ma compréhension et ma vision du pays. Cet étranger ami du Sénégal est marqué par l'hospitalité, la chaleur et l'ouverture sans détour des gens du pays.
Cet autre, originaire du Baol, représente le Sénégal à l'étranger, en France, à Monaco et à Andorre. Si loin par la géographie, mais si proche par les actes qui vont au-delà de la santé. La mission de Paris, avec le bureau économique et l'ensemble du personnel de l'ambassade, nous nous investissons dans ce créneau pour pouvoir avoir le maximum d'investissement au Sénégal. Ce que nous avons envoyé comme opérateur économique à Dakar, rencontrer l'APIX, rencontrer le FONGIS et le FONSIS, rencontrer les autres ministres. Je ne peux même pas vous dire le nombre. Les populations principales bénéficiaires de ce matériel ont exprimé leur satisfaction, tout comme les guides religieux et l'exécutif régional. Vous, on vous demande de faire la diplomatie économique dans vos pays d'accréditation. Nous, on nous demande de faire une administration de développement à l'intérieur du pays. Donc, quelque part, nous avons effectivement les mêmes missions, nous avons reçu les mêmes instructions de M. le Président de la République, faire du Sénégal un pays émergent. Un pays émergent, c'est le chorus résonnant en écho des politiques qui tentent d'en faire une réalité. Celle-ci, certes, passe par de grands projets, mais aussi par des initiatives du cœur de moindre ampleur, impactant directement la condition des populations. Santé toujours pour parler de la 19e journée mondiale du bégaiement. L'Association pour la prise en charge de ce handicap a organisé une conférence sur les thérapies possibles. C'est un compte-rendu de Ndeye Aïda. En cette 19e journée mondiale du bégaiement, l'Association pour la prise en charge du bégaiement au Sénégal a choisi de sensibiliser sur cette anomalie. Les becs sont confrontés à d'énormes problèmes sociaux et professionnels. Le bégaiement est un handicap. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, après avoir fait leur étude, ont des problèmes d'insertion professionnelle et en grande partie à cause du bégaiement. À l'occasion, l'association a invité un orthophoniste pour expliquer la portée du bégaiement et les thérapies possibles. Parfois, le problème peut se passer au niveau de la bouche, c'est-à-dire que l'air passe, les cordes vocales s'ouvrent, mais le problème c'est quand l'air arrive dans la bouche. Alors, dans la bouche, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord la langue. La langue peut se bloquer vers l'arrière, c'est-à-dire, au lieu de laisser passer l'air comme ça pour que l'air puisse sortir, la langue va se rétracter et en fait, l'air va rester coincé ici. Donc, c'est les personnes qui bégaient surtout quand ce sont des lettres qui sont dorsales, comme les lettres comme le que. Donc, par exemple, si elles veulent dire kangourou, ça va faire comme ça va faire kangourou. Et en fait, c'est l'arrière de la langue qui est bloquée. Parfois, le bégaiement donc, ne peut ne pas se produire à cause de l'arrière de la langue, mais plutôt au niveau de l'apex, c'est-à-dire le bout de la langue. Et ce qui se passe, c'est que les personnes, l'air passe et quand l'air arrive au niveau du devant de la langue va rester coincée sur le palais. Par exemple, c'est comme si je voulais dire le mot tomate, donc je vais faire tomate. Donc la langue reste vers le haut et empêche l'air de sortir. Créée il y a un peu plus d'un an, cette association a pour objectif d'organiser les becs, objectif accompagner les adhérents pour que les personnes souffrant de bégaiement puissent être considérées comme des membres à part entière de la société. Santé toujours pour recevoir notre invité, le professeur Serigne Abdouba, chef du service de cardiologie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Bonsoir, professeur Ba. Bonsoir, Madame Baldé. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Voilà, d'accord. Professeur, nous sommes là aujourd'hui pour parler de la célébration de la Journée mondiale du cœur que le Sénégal va célébrer demain. Tout d'abord, pourquoi la Journée mondiale du cœur? Oui, merci de l'opportunité que m'offre la RTS pour parler de cette Journée mondiale du cœur. C'est essentiellement une journée de plaidoyer, d'information et de communication, parce que les maladies cardiovasculaires sont devenues la première cause de morbidité et de mortalité dans le monde. Et les pays sous-développés ne sont pas épargnés. Et donc, il est important qu'on mène cette bataille d'information, d'éducation et de communication pour que les populations puissent prendre en charge correctement ces maladies.
Et voilà justement, quels sont les chiffres des maladies cardiovasculaires ici au Sénégal? Ici au Sénégal, c'est-à-dire que nous sommes devant un double fardeau. Et il y a des maladies cardiovasculaires qui ont disparu depuis longtemps dans les pays développés. Ce sont les cardiopathies rhumatismales liées à des angines non maltraitées. Il y a aussi la pathologie coronaire qui est en émergence et en progression constante. Cette pathologie coronaire, c'est ce qu'on appelle la crise cardiaque. Il y a l'hypertension artérielle qui est un grand fléau aujourd'hui. Et la dernière enquête réalisée par le ministère de la Santé, qu'on appelle l'enquête CEPS, a révélé que 24% de la population adulte est hypertendue. C'est immense. Et malheureusement, c'est une maladie qui est longtemps silencieuse, mais qui va aboutir à des complications cardiaques comme l'insuffisance cardiaque, qui va aboutir à des accidents vasculaires cérébraux qui sont tant redoutés et qui va aboutir aussi à l'insuffisance rénale. Donc, c'est des pathologies à prendre en charge longtemps à l'avance avant que ces pathologies ne fassent des dégâts. Justement, dans la prise en charge, le Sénégal quand même a enregistré quelques avancées significatives avec la formation et les équipements. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces avancées enregistrées par le Sénégal? Oui, au point de vue des équipements, nous devons remercier le président de la République qui a eu à nous offrir une salle de coronarographie qui fonctionne actuellement à merveille. Et aujourd'hui, rien que pour cette année, nous sommes à 260 malades qui ont fait une coronarographie. Si on les avait évacués en France, ça aurait coûté au minimum 1 milliard. Il y a aussi des progrès importants du point de vue de la formation, parce que Dakar est un hub universitaire et Dakar dispose de la plus grande école de cardiologie en Afrique. Nous avons actuellement 60 médecins en formation pour le diplôme de cardiologue venant de 18 pays. Et sur ces 60, 32 sont des Sénégalais. Du point de vue de la population de cardiologues au Sénégal, nous avons déjà 80 cardiologues qui exercent au Sénégal. Ça nous fait un ratio de 1 cardiologue pour 150 000 habitants. Nous sommes devant l'Afrique du Sud, 1 cardiologue pour 400 000 habitants, devant les autres pays africains aussi, mais nous sommes loin des ratios de l'Europe et des États-Unis, 1 cardiologue pour 15 000 habitants. Les non-cardiologues sont bien répartis à l'intérieur du pays. Il n'y a que 2 régions frontalières qui n'ont pas encore de cardiologue et cela ne saurait tarder parce que l'usine de formation est là. De tous ces acquis, le soubassement, professeur, vous comprendrez aisément que c'est la prévention. Quel conseil donnez-vous justement à ces populations pour prévenir toutes ces maladies cardiovasculaires? C'est-à-dire que les maladies cardiaques, le cœur est unique. C'est le moteur de l'organisme. Donc, même si vous avez votre voiture, vous devez faire la révision régulièrement. Il est important et les gens, au fur et à mesure du développement, accumulent des facteurs de risque. Les facteurs de risque, c'est le tabac, c'est le cholestérol, c'est le diabète, c'est c'est l'obésité, c'est la sédentarité. Donc, il faut que les gens apprennent à vivre normalement, à vivre sainement. Éviter le tabac, manger moins gras, moins salé, moins sucré, faire de l'exercice régulièrement et puis moins de stress si possible. C'est dans ces dynamiques de sensibilisation que s'inscrit votre randonnée pédestre. Vous organisez demain pour célébrer justement la journée mondiale du cœur avec un programme assez fourni. Tout d'abord, professeur, qui doit marcher? Mais tout le monde doit marcher, c'est pour montrer que même les cardiaques vont marcher. Nous avons un parcours en 3 étapes. C'est-à-dire, dans la première étape, c'est les randonneurs professionnels, ceux qui sont habitués, qui vont quitter le ministère de la Santé. Ils vont suivre la corniche, arriver à la porte du millénaire, ils vont prendre l'avenue Malixi. On arrive devant la RTS, on prend tout le monde, tous les randonneurs, y compris le DG de la RTS et les équipes de journalistes de la RTS. On va tout le personnel, tout le personnel. Et puis on va aller sur le boulevard du Centenaire, la place de l'Obélisque, le canal de Fass. On arrive à l'école des infirmiers d'État qu'on appelle le NDSS. Et là, on retrouve l'association des malades. On va les prendre ensemble pour montrer que tout le monde doit faire du sport pour terminer la randonnée au niveau du ministère de la Santé.
Rendez-vous est donc pris pour demain matin, n'est-ce pas? Rappelez l'heure, s'il vous plaît. À 8h30, chacun à son poste, chacun à son endroit pour commencer sa randonnée. Et on fera les échauffements et on souhaite à tout le monde une bonne randonnée et une meilleure santé. Voilà, merci beaucoup, professeur Serigne Abdouba. Je rappelle que vous êtes cardiologue et vous organisez demain la Journée mondiale de la santé au Sénégal. Merci d'avoir accepté notre invitation, mais restez avec nous pour poursuivre l'actualité, pour surtout parler de la rubrique Rétroviseur qui s'intéresse aujourd'hui à Serigne Ndiaye Gonzalez, cet homme qui a marqué le théâtre sénégalais. L'exil d'Albouri Ndiaye, la tragédie du roi Christophe, Potmi sont autant de pièces dans lesquelles il a joué. Serigne Ndiaye Gonzalez revient sur tout cela dans sa rencontre donc avec Seydina Aline Dugo. C'est un homme passionné qui nous parle de sa vie, ou plutôt de ses vies, en référence aux nombreux personnages qu'il a incarnés. Serigne Ndiaye Gonzalez, un nom qui ne saurait être dissocié du théâtre sénégalais. C'est lui savonner la planche que de lui demander de faire une interview sans parenthèse scénique. Soleil, souffle du buffle sur les savanes. Voilà que tu souris au sortir de ta nuit de noces avec la nouvelle lune. Et quel soupir de fraîcheur sur nos villages, dispensateur de sagesse. Fais que mes paroles soient aussi acerbes que tes rayons, que mon tam-tam surprenne ton secret. Et règne comme toi, maître du ciel. On aura compris que sa vie n'est pas un théâtre, mais le théâtre, c'est sa vie. Mais avant d'aller plus loin dans cette aventure avec le 4e art, une précision, Gonzalez n'est pas un pseudonyme pour Serigne Ndiaye, c'est bien inscrit dans son état civil. Son père cultivateur accompagné d'un ami commerçant espagnol, Don Simon Gonzalez, le déclare à la mairie de Thiès. Et il s'appelle comment? Quel nom vous lui donnez? Serigne Tafsir Mouhamadou Ndiaye. Alors en ce moment-là, Don Simon Gonzalez lui fait une petite tape là à l'épaule et lui dit mais Ousseynou, mais moi, donnez-moi le prénom au moins. Alors mon père se retourne vers l'agent d'état civil et lui dit Defal Gonzalez, mettez Gonzalez. Alors, et c'est parti de là. L'histoire retiendra aussi que c'est le président Senghor qui aura une remarque prémonitoire sur l'enfant qu'il découvre quand il vient en campagne électorale à Thiès. Ce garçon a de l'avenir. Il réussira au théâtre. Il faudra l'encadrer. Et quand il aura l'âge justement de faire du théâtre, il faudra lui offrir une bourse pour qu'il aille en Europe se perfectionner. Suivirent des années d'école et de lycée avant que Serigne Ndiaye Gonzalez ne bénéficie de la bourse qui lui a été promise par le président poète. Il se fait former en France au Théâtre des Capucines. À son retour, au détour d'une participation remarquée à la première édition du Fesman, Maurice Sonar Senghor, premier directeur du théâtre Daniel Sorano, l'enrôle dans la troupe nationale dramatique dont il a fini par être le directeur. Dans ce parcours riche, beaucoup d'hommes l'ont marqué, notamment un monument Douta Seck. Et donc d'avoir un État. Oui, monsieur le philosophe. Douta Seck dépassait tout ce que l'on pouvait imaginer au plan art, parce qu'il était lui-même art. Serigne Ndiaye Gonzalez, c'est plus de 50 ans de carrière à laquelle sa retraite de la troupe nationale dramatique ne saurait mettre un terme. Le théâtre sénégalais a trop perdu de sa superbe pour que celui qui a été décoré par les 3 premiers présidents du Sénégal le laisse tomber. Sans doute entre une émission à Radio Sénégal et ses cours dans des instituts semblera-t-il à faire revenir le théâtre dans ses multiples lieux dont il est absent alors qu'il lui était dédié. Pour lui, les responsabilités sont partagées. Il n'y a pas la cohésion, il n'y a pas l'entente, il n'y a pas d'engagement, il y a la peur qui sévit. Moi, j'ai toujours dit que je n'attendais rien de l'État. Je n'ai jamais attendu quoi que ce soit de l'État, mais je prends ce que l'État me donne. Mais je ne vais pas lécher les pieds de qui que ce soit pour essayer de revivre ou de survivre. Alors que le combat continue, M. Serigne Ndiaye Gonzalez. Rétroviseur qui revient samedi prochain. Sport, l'US Gorée remporte la première édition de la Super Coupe. Les insulaires sont venus à bout de Niaritali au terme d'une rencontre qui s'est jouée jusqu'à l'épreuve des tirs au but. La rencontre avec Seydina Alioune Fall est en fort plutôt.
du Sénégal, historique pour les insulaires. L'Union sportive de Gorée, vainqueur de la première édition de la Supercoupe. Comme lors de leur précédente rencontre en demi-finale de Coupe du Parlement, les insulaires et Niaritali ont dû attendre les séries de pénalty. Mais je ne pense pas. Quand c'est au tour de Jean-Rémy Bokandé, Niaritali a déjà raté 2 tirs. S'il marque, les Goréens l'emportent. Jean-Rémy Bokandé transforme le pénalty et inscrit Gorée dans l'histoire de ce trophée opposant le vainqueur de la Coupe du Sénégal et le champion de la Ligue 1. Une finale qui va désormais marquer le début de la saison. Le pénalty décisif. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. C'est très bonne soirée sur la RTS 1. 22 octobre 2016, date historique. Elle marque l'inauguration de la toute première centrale solaire du Sénégal, une unité de 20 MW qui va réduire de façon significative le coût de l'électricité. Cette réalisation constitue une étape majeure dans la mise en œuvre de la politique énergétique du chef de l'État, telle que définie dans le plan Sénégal émergent. Plus de 100 milliards de francs CFA de la Banque africaine de développement pour la réalisation du train express régional. C'est ce qui ressort de la rencontre entre les autorités de l'institution financière africaine et le ministre de l'économie, des finances et du plan en Côte d'Ivoire. D'autres projets phares du PSE ont aussi trouvé un écho favorable. Dans le rétroviseur, ce soir, Serigne Ndiaye Gonzalez, l'un des pionniers du théâtre sénégalais. On se rappelle ses rôles dans les pièces comme L'exil d'Albouri ou encore la tragédie du roi Christophe. Retour sur tout cela dans la rubrique du samedi. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. En provenance de Praia, le chef de l'État est allé à Bokhol pour les besoins de l'inauguration d'une centrale solaire. Aussitôt après l'atterrissage à Saint-Louis, le président de la République a pris la route. Sur le chemin, les populations du Waalo se sont fortement mobilisées pour lui réserver un accueil chaleureux au Marning. L'atterrissage de la Pointe-Sarène à Saint-Louis est un honneur pour les autorités locales. Avec elle, des populations tout aussi heureuses. Après cet accueil coloré, le président Macky Sall fait cap sur Bokhol. Sur la route, le cortège s'est arrêté plusieurs fois. De Gandiol à Ross Béthio en passant par Richard Toll. Dagana a été le paroxysme avec une mobilisation exceptionnelle. Les populations ont tenu à manifester leur joie au président de la République venu inaugurer la centrale de Bokhol.
Je le disais donc en titre à Bokhol, le chef de l'État a inauguré la première centrale solaire de taille industrielle en Afrique de l'Ouest d'une puissance de 20 mégawatts. Elle va fournir l'électricité à 160 000 ménages. Le président Macky Sall a demandé à la Sénélec et ses partenaires de réfléchir sur la possibilité d'une baisse du coût de l'électricité. Nous retrouvons Oumar Nying. C'est un temps fort du processus de transformation structurelle du secteur de l'énergie. Une belle réalisation à mettre à l'actif du président Macky Sall. Après Boutout le 20 février 2015, après Kaon le 13 avril 2015, après Taïba Ndiaye le 14 mars 2016 et après le Cap des Biches le 13 juin 2016. Toutes des inaugurations. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous l'avez pensé et instruit. Bokhol ouvre donc l'ère des énergies propres au Sénégal. C'est une leçon à méditer, celle du travail bien fait. Elle est construite dans le strict respect des normes environnementales internationales. C'est dans cet esprit d'ailleurs que le chef de l'État a planté cet arbre lors de la cérémonie. Très heureux de se retrouver au cœur du Waalo, le président Macky Sall a félicité toutes les autorités locales et les populations pour cet accueil sur cette terre chargée d'histoire. Voilà, avec l'inauguration de la centrale solaire de Bokhol, le chômage a été ralenti dans cette localité et ses environs. 150 emplois directs leur sont réservés donc, dont 25 pour les jeunes de la localité. Le Sénégal, au-delà donc de Bokhol, le Sénégal récolte chaque année 3 milliards de francs CFA d'économies en énergie, nous dit Maman Moussagna. Sous un soleil de plomb, au milieu d'une végétation, apparaît la centrale solaire de Bokhol. Elle est surplombée par les panneaux solaires de la première centrale d'Afrique subsaharienne d'une puissance de 20 mégawatts. Le site supporte fièrement de gigantesques poteaux plantés sur son sol. Son originalité, je pense que d'abord c'est sa puissance, c'est une très grande centrale et également qui a été construite sur des normes, suivant des normes internationales les plus sévères. Aujourd'hui, cette centrale, vous pouvez la comparer à n'importe quelle centrale dans n'importe quel pays du monde. Je pense que nous serons, sinon meilleurs, en tout cas sinon équivalents en termes de qualité des équipements, de l'installation, etc. Avec l'inauguration de cette centrale, 34 gigawatts-heure devraient entrer en production par an. La centrale photovoltaïque sera raccordée à la Sénélec. Elle va générer pour le Sénégal 3 milliards de francs CFA d'économie par an, ce qui représente 58 milliards de francs CFA sur la durée contractuelle d'achat d'électricité de 20 ans. Vu que nous, on a ces ressources naturelles que le bon Dieu nous a léguées, à mon avis, on devrait bien s'en profiter et éviter la dépendance du pétrole. Le projet doit créer 150 emplois directs et indirects, 25 emplois locaux. Oui, est très utile parce qu'il y a des gens qui sont diplômés, qui chôment, qui ne peuvent pas faire ce boulot. Bon, en tout cas, moi, je suis diplômé, bon, c'est pourquoi je suis venu faire ce boulot. Mais c'est pas dur, c'est bon comme travail au lieu de faire voler, au lieu de faire autre chose, quoi. Dans les villages environnants, la plupart des jeunes ont trouvé un emploi avec la mise en place de cette centrale. Ça nous a fait trouver dans des situations très difficiles et ça m'a remonté la morale. Alors dans ce cas, c'est bon. À terme, près de 180 000 personnes auront accès à l'électricité. Cette installation qui s'étend sur 50 hectares doit permettre également d'éviter 25 000 tonnes d'émissions de CO2 chaque année. Voilà Bokhol donc qui sort des ténèbres avec cette centrale solaire, autrefois connue pour avoir accueilli des vénérés chefs religieux. Bokhol était tombé après dans l'oubli, mais nous allons donc voir les nouvelles opportunités qu'offre cette localité et nous retrouvons Maman Moussagna. Situé dans l'arrondissement de Mbane, département de Dagana, région de Saint-Louis du Sénégal, Bokhol est entre la commune de Gaïa et le fleuve Sénégal, au cœur du Waalo. Une très grande commune qui est riche de presque 42 villages, mais également d'est en ouest, qui s'étend par exemple de Gumyalla à Tukulor Djigéri, donc presque à la porte de Richard Toll.
Bokol, une étape importante dans l'itinéraire de formation spirituelle de l'âge Maliksi, il y a étudié les lois et comportements islamiques. Il fut également une école d'initiation à la langue française pour les conseillers du chef de canton en 1857. Bokol quand même appartenait à la grande communauté rurale de Gaïa. C'est en 2009 qu'il y a eu scission et on a érigé effectivement donc Bokol en communauté rurale et Gaïa en commune. Depuis lors, donc, nous avons gardé les dimensions que nous avons jusqu'à présent. Donc, c'est une très grande commune. D'une superficie de 638 km², la localité compte de nos jours plus de 23 800 habitants, une quarantaine de villages et connaît de fortes mutations. Sans énergie, il n'y a pas d'économie. Sans énergie, on peut dire qu'il n'y a pas de développement. Alors donc, cette centrale est vraiment est un don, comme on peut le dire. On a l'habitude en histoire de dire que l'Égypte est un don du Nil, mais l'on peut dire même que la centrale là est un don de la commune de Bokol. Au plan culturel, d'accorder le temps de l'État avec les exigences des populations. Mais c'est fait. À la veille de la COP22 au Maroc, le Sénégal se dit en phase avec les engagements internationaux, notamment l'agenda 2013, intitulé « Transformer le monde ». Un programme adopté lors de l'Assemblée générale des Nations unies, mais aussi l'accord de Paris sur le changement climatique. Cette deuxième conférence nationale sur le développement durable vient en appoint à un certain nombre de recommandations. Renforcer les capacités techniques, managériales et de leadership des différents acteurs impliqués dans la gestion des ressources forestières au niveau local et national en tenant compte du genre. Deuxième recommandation, appuyer la mise à l'échelle et la généralisation de l'aménagement forestier participatif, particulièrement dans les zones transfrontalières. Entre autres suggestions qui vont dans le sens d'instaurer un environnement sain. Lors de cette cérémonie de clôture, des distinctions ont été décernées à Amadou Maktarnian, ancien directeur du Centre suivi écologique, et au Régana Sek de Grune Sénégal, représenté. Auparavant, Mohamed Boun Abdallah Dionne a visité une exposition sur les actions menées par le Sénégal pour la préservation de l'environnement. Après la signature du DSP 2016-2020 à Abidjan, la Banque africaine de développement va injecter dans la réalisation du train express régional plus de 100 milliards de francs CFA. Les projets du PUDC sont aussi validés et seront financés dans les meilleurs délais par la BAD. Envoyés spéciaux à Abidjan, Alioune Ndiaye et Amadou Aramtiam. Des projets bien planifiés, des partenariats qui se nouent et des signatures apposées pour leur réalisation. Parallèlement au DSP 2016-2020, un accord relatif à l'appui budgétaire destiné au programme d'appui aux réformes du développement communautaire, PARDC, est paraphé par le Sénégal et la BAD. Cet appui budgétaire d'un montant de 28 500 millions de francs vient en complément du financement interne de l'État du Sénégal, 62 milliards déjà mobilisés en faveur du programme d'urgence de développement communautaire dénommé PUDC. Le PUDC, un programme dont la mise en œuvre adéquate devrait améliorer les conditions d'existence en milieu rural. Les pays définissent les objectifs et la BAD appuie par les moyens. Le président de l'institution, lui, est convaincu de la pertinence de ce projet phare de l'État du Sénégal. L'approche du pays, c'est une approche d'avoir la croissance inclusive. La croissance inclusive dans le milieu rural, la croissance inclusive aussi intégrative avec beaucoup de compétitivité dans les zones urbaines. Et je salue beaucoup cette priorité-là parce qu'il y a la priorisation sur l'énergie, la priorisation sur l'infrastructure, la priorisation aussi de le chemin de fer et la priorisation aussi de l'irrigation, ce qui est très important. Et le système de stockage, je crois qu'il a aussi mentionné l'importance aussi d'avoir les financements pour les femmes. Dans le cadre du DSP, un financement d'un montant de 100 milliards de francs CFA fera suite à cet appui budgétaire pour amplifier les réalisations du PUDC à l'échelle nationale. Si le PUDC intervient principalement en zone rurale,
il trouve son pendant en zone urbaine dans le projet de promotion des villes Promoville, qui vient de bénéficier d'une allocation de 75 milliards CFA. Un autre projet d'importance identifié est celui du train express régional. Le document de stratégie pays a également identifié le projet de train express régional pour un financement de 120 milliards permettant ainsi le bouclage de ce projet phare du plan Sénégal émergent avec les partenaires techniques et financiers que sont la BID pour un appui de 197 milliards et la coopération française pour un appui de 133 milliards, l'État assurant sa contrepartie financière pour un montant de 124 milliards. Le pont de Rosso, la construction d'une 3e usine de traitement d'eau à Keur Momar, de même que le projet Agropole du lac de Guiers, entre autres, figurent en bonne place dans le portefeuille du DSP 2016-2020, dont le décaissement des fonds va être accéléré par la Banque africaine de développement. Et nous le réalisons aujourd'hui avec fierté. Bokhol est le point de départ pour l'injection de 20% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique de Sénélec. La centrale solaire de Bokhol est la première de taille industrielle en Afrique de l'Ouest. D'une puissance de 20 MW, elle a coûté 17 milliards de francs CFA, fruit d'un partenariat public-privé. Aujourd'hui, la Caisse de dépôt et de consignation s'est engagée au nom et pour le compte de l'État du Sénégal, aux côtés d'autres investisseurs privés étrangers, pour la réalisation de cette importante centrale qui propulse le Sénégal dans le club restreint des pays africains ayant mis en œuvre une politique concrète pour l'introduction des énergies renouvelables dans leur mix énergétique. Vous avez en effet fixé un objectif de 20% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique en 2017. Et cette centrale est le premier jalon pour l'atteinte de cet objectif inscrit dans le plan Sénégal émergent. Au-delà des 150 emplois directs et indirects créés pendant la phase de construction, les communautés locales bénéficieront également de la mise en place d'un programme d'électrification et de nombreuses actions sociales. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, nous vous remercions vivement pour le choix de notre commune pour abriter cette centrale photovoltaïque. Pilier fondamental du PSE, l'énergie est essentielle dans la marche du Sénégal vers le progrès. Ainsi, le mix énergétique, cher au président de la République, prend forme. En réalité, l'option du mix énergétique figurait déjà en 2012, si vous vous rappelez bien, dans mon projet de société Yonou Yokouté, pour le chemin du véritable développement. Entre autres mesures clés, j'énonçais dans ce programme que face au défi de la demande d'électricité pour nos foyers et nos entreprises, aucune ressource ni solution ne peut être écartée. Notre politique énergétique se fondera sur le mix énergétique, la restructuration de Sénélec, la libéralisation du secteur de la production en totalité pour fournir au moins 200 MW supplémentaires en mix énergétique tous les 3 ans. Fin de citation. Eh bien, nous y voilà. Avec des investissements importants dans le secteur, on s'attend forcément à un impact. Le chef de l'État, qui pense de façon permanente aux populations sénégalaises, invite la Sénélec et ses partenaires à relever les défis de la baisse du kilowattheure. Nous avons tous souvenance de la situation extrêmement difficile de 2011-2012, avec les longues heures de coupure d'électricité. La puissance totale de notre parc d'électricité n'était alors que de 573 MW, dont 66 de location coûteuse de groupe diesel. Aujourd'hui, nous avons atteint une puissance de 821 MW, soit près de 250 MW additionnels, pour un objectif de 1264 MW en 2019. Ainsi, mes chers compatriotes,
nous relevons progressivement le défi de la production. Nous devons aussi continuer à relever le défi de la baisse du coût. Alors, je voudrais demander à la CRSE et à la Sénélec de réfléchir sérieusement sur la possibilité de réduire le prix du courant d'ici le mois de janvier. Nos partenaires n'ont pas à avoir peur, vous serez payés de toutes les façons. Et il n'y a aucun risque sur les partenariats. Il me semble que les performances réalisées par la Sénélec, la réduction des coûts des produits pétroliers, la lutte contre les fraudes et les pertes techniques font que Sénélec, cette fois-ci, a pu avoir des bilans positifs, mais Sénélec, cette fois-ci, a pu se passer de la subvention annuelle que l'État lui versait. Et je dois rappeler, en 2012, cette subvention a été de l'ordre de 105 milliards ou 125 milliards. Et en 4 ans, elle a été réduite à... Bokhol est une référence dans la maîtrise des savoirs surnaturels pour dompter le fleuve et la faune sauvage. Bokhol, c'est donc cette localité qui abrite aujourd'hui la première centrale solaire de l'Afrique subsaharienne. Une infrastructure donc inaugurée par le chef de l'État. Sur le chemin du retour, le président de la République a visité chez la nouvelle brigade de gendarmerie de Dagana, déjà inaugurée par le ministre des Forces armées. L'État a mis en œuvre un ambitieux programme de modernisation des infrastructures pour ce corps d'armée. Aboubakri Khan. Cette brigade fluvio-maritime symbolise le programme de modernisation des casernes de la gendarmerie nationale. Comme celle de Dagana, 4 autres brigades ont été réalisées et 7 en chantier. Une belle réalisation qui devrait aider la gendarmerie, force de prévention, à faire face aux nouveaux défis sécuritaires, notamment les menaces transfrontalières. Ce sont les brigades territoriales. Bien entendu, il faut monter également avec tout ce qui a été mis en place, avec les escadrons de sécurité. Et la gendarmerie nationale, comme vous le savez, est un rempart contre l'insécurité. Et je voudrais, à travers le haut commandant de la gendarmerie nationale, adresser mes félicitations à l'ensemble des officiers généraux, officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale pour le travail remarquable qu'ils assument de jour comme de nuit, aussi bien en milieu rural que même en milieu urbain. Je voudrais également donner l'assurance que la gendarmerie est montée en puissance dans les équipements, dans la police scientifique et dans l'accroissement des effectifs. Il s'agit pour le ministère des Forces armées, à travers le haut commandement de la gendarmerie, de créer un environnement accueillant pour améliorer les conditions de travail. Un motif de fierté pour les populations et les autorités, dont le maire de la commune. M. Omar Sarr, que je salue, pour son esprit républicain, il a tenu à venir m'accueillir parce qu'il a compris qu'il s'agit d'une action républicaine et en tant que maire, il a su comprendre ce rôle et je l'en remercie, tout comme je remercie toutes les populations du Wallo qui sont sorties comme un seul homme exprimer leur joie grâce à toutes ces infrastructures. De nouvelles infrastructures et plus de capacités pour ainsi relever de nouveaux défis. Le président de la République salue également la synergie des efforts entre les forces de défense et de sécurité qui assurent la quiétude des populations. L'État du Sénégal en croisade contre tout acte nuisible à l'environnement. Déclaration du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne annonce également l'adoption prochaine de la loi sur le littoral. Le chef du gouvernement a présidé ce matin à la clôture de la 2e conférence nationale sur le développement durable. Compte rendu Anne-Marie Gomis. Tolérance zéro, l'État brandit la menace pour quiconque s'attaque à la nature. Pour le chef du gouvernement, plus rien ne sera comme avant. Tout acte nuisible à l'environnement sera puni. Il est inadmissible que des populations continuent de brader les ressources forestières, on le voit à Médina Yoro Fula, et de détruire les dernières reliques qui nous restent. L'État a compris son rôle et assurera la sécurité du capital naturel
au bénéfice des générations actuelles et futures. Nous avons vu le ministre en charge des forces armées, le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Intérieur, ensemble avec leurs équipes, dans cette partie sud du Sénégal, pour procéder à des saisies également, et même brûler du matériel. Et ils l'ont fait sur décision du chef de l'État. Et aujourd'hui, je peux dire que les forces de défense et de sécurité sont mobilisées le long de la frontière sud pour justement prévenir et arrêter ce trafic de bois. Et croyez-moi, quand je dis que nous sommes dans l'action, ce sera la tolérance zéro. Dans cette trajectoire, l'adoption prochaine de la loi sur le littoral. Cette loi sur le littoral sera adoptée cumulativement, j'allais dire, avec l'adoption de la loi sur la réforme foncière. Donc, il s'agissait simplement